Bonsoir, je salue les quelques 450 participants inscrits à ce débat dernier de l'année du Cercle des managers d'immobilier. Alors, déjà des excuses réitérées parce que nous vous avions annoncé il y a déjà quelques 3 semaines un thème que nous allons traiter, on va le traiter au début de l'année. D'abord, il était objectivement de moindre urgence que celui que nous avons choisi ce soir, mais c'est surtout que pour parler de l'impact très concret des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques sur la vie des immeubles, les administrateurs de biens, les agents immobiliers, les entreprises en bâtiment, nous différons parce qu'il y a une communication du préfet de police, alors, qui va concerner Paris, mais qui est le site majeur des JO et des JOP, le 19 décembre, et que nos invités, avant cela, n'étaient pas habilités à s'exprimer, et qu'avant cela, très clairement, leur message n'aurait pas été aussi assuré. Donc c'est le 9 janvier que nous traiterons de ce sujet également important. Alors, on a choisi dans l'urgence un sujet que l'actualité nous a imposé de manière urgente pour 2 raisons. Bon, la question de l'accès au crédit, ça fait des mois que pour les ménages français, les professionnels à leur service, que ce soit ceux qui vendent du neuf d'ailleurs ou ceux qui vendent de l'existant, c'est le sujet majeur d'évidence. Et puis pour la filière des professionnels, c'est également une préoccupation de première importance. C'est ajouté à ça, il y a une semaine, on était à la veille du congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. Je ne cite pas ce syndicat en vain, puisqu'on va tout à l'heure avoir le plaisir d'avoir pour invité son président. La veille de ce congrès, il y a une semaine, il a été annoncé des assouplissements, des ajustements, des critères d'octroi des prêts, les fameux critères du Haut Conseil de stabilité financière. Et donc, voilà, on a une actualité brûlante. La preuve que ce thème est bien choisi, que nos invités font recette aussi, parce que vous attendez d'eux sans doute des repères, c'est le nombre de participants, presque 500, c'est évidemment une participation record. Voilà. Je vais vous présenter, avant que le vice-président du Cercle des managers qui nous reçoit collectivement. Je vous présente sommairement nos invités. Je vous renvoie aux biographies du site du Cercle des managers d'immobilier. Vous en saurez plus sur chacun de nos débatteurs. Mais déjà, je remercie beaucoup parce qu'eux aussi, ils ont répondu à l'urgence, très rapidement, malgré leur emploi du temps. Allez, dans l'ordre alphabétique, Caroline Arnoux, elle est la directrice générale du leader français du courtage en crédit immobilier, en conseil pour le crédit immobilier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, elle est aussi d'ailleurs la présidente de l'APIC, qui est le syndicat qui rassemble les courtiers immobiliers. Donc, elle aura un discours et une vision panoramique et pas seulement renvoyant à sa propre enseigne qui déjà évidemment tient une grande partie du marché. On a avec nous aussi, là je brusque un peu l'ordre alphabétique, comme ça je cite d'abord les femmes qui sont avec nous. Roselyne Conan, elle est la directrice générale de l'Agence nationale d'information pour le logement, l'ANIL. Bonjour et bonsoir à toutes et toutes. Merci beaucoup Roselyne. Et enfin, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque je parlais de son congrès, du congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. Il a eu lieu les 4 et 5 de la semaine dernière. C'est Loïc Quentin, président de la FNAIM. Bonsoir Loïc. Bonsoir Henri, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, François-Emmanuel, je te laisse à ta manière lancer le sujet et ensuite on entre dans le vif du débat. Bonsoir à tous. Personne n'ignore la situation actuelle. Tous les professionnels de l'immobilier sont durement impactés par la baisse du nombre de transactions, la baisse d'accords de crédit. La situation est alarmante tant pour les agents immobiliers, pour les mandataires, mais également pour les métiers connexes, bien évidemment, puisqu'en fait, c'est toute une filière qui est affectée. Et bien évidemment, au premier rang desquels, les ménages, parce que les ménages, par cette chute dramatique de capacité
ne vont plus s'y retrouver. On appréhende considérablement la rentrée du mois de septembre de l'année prochaine. Je pense qu'elle sera vraiment une des craintes les plus sensibles de notre métier. Donc, ce soir, nous avons des intervenants qui sont au cœur du réacteur, qui pourront nous en dire davantage. Comment ont-ils perçu les annonces à la fois du ministre de l'économie, de la Banque de France? Est-ce que ce sera suffisant par rapport? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce qu'on attend davantage? Quelles sont les solutions? On attend un discours franc et transparent de leur part. Mais j'en doute pas, parce qu'en fait, on a affaire à des personnes qui sont de premier ordre et qui n'ont pas peur de leurs engagements. Merci beaucoup, François-Emmanuel. Alors, Loïc Contin, président de la Fédération nationale d'immobilier, au sein de la fédération, un très grand nombre de professionnels de la transaction dans l'existant, mais aussi d'ailleurs des professionnels qui vendent du logement neuf. La baisse très forte du volume des crédits distribués globalement ces derniers mois, on était à une division par deux. Alors il semblerait, et Caroline nous en dira un peu plus, que on voit déjà des hirondelles, je ne sais pas si elles font le printemps, mais on voit déjà des frémissements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut se méfier des sensations un peu impressionnistes? En tout cas, au moment où on parle, la situation, elle est inédite. On n'a jamais connu une baisse aussi forte et elle pénalise notamment les agents immobiliers, François l'a dit, les réseaux de conseillers indépendants, de mandataires, avec des situations, d'ailleurs, je tiens à le dire, ce n'est pas le sujet du jour, mais une casse sociale. Hein, voilà, une situation très éprouvante pour les entreprises et bien sûr les ménages, c'est ce qui compte. Alors, de ton point de vue, Lionel, quelle est vraiment la situation? On parle de l'ordre d'un tiers du marché qui a disparu dans la revente, hein, dans l'ancien. Qu'est-ce qui se passe en termes de resolvabilisation des ménages par la baisse des prix? On sait que c'est un ressort mécanique, je dirais. Est-ce qu'il joue vraiment? On a des chiffres qui sont tombés aujourd'hui même d'ailleurs, hein, de la part des notaires, qui semblent dire que ce ressort fonctionne. Mais est-ce qu'il fonctionne assez? Est-ce que les assouplissements, alors François-Emmanuel l'a dit, c'est l'autre sujet très récent, il y a quelques jours, vont apporter de l'oxygène pour mieux accéder au crédit. Et puis, tu as fait des propositions innovantes, tu les as faites au ministre, d'ailleurs, face à lui, il y a quelques jours. On parle de portabilité, il peut y avoir d'autres idées. Voilà, donc un panorama sur la situation du marché rapporté au crédit. Bon, j'en ai pour 3 heures. Je sais que tu sais faire beaucoup, mais on a le temps. On a le temps. Oui. C'est l'intérêt du cercle, on prend notre temps aussi. Oui, alors une crise bien évidemment inédite, brutale, une décélération extrêmement rapide, hein, du nombre de transactions réalisées, c'est déjà le premier constat. On va perdre environ 240 000 transactions en un an, donc c'est dire l'impact très fort sur nos activités qui étaient habitués, je dirais, à une évolution régulière. Depuis 2017, on s'était habitué en quelque sorte à un confort avec une évolution, une progression des chiffres d'affaires. Et là, soudainement, une chute brutale, donc moins 21% sur un an. C'est la plus forte baisse des ventes depuis plus de 50 ans. Donc, généralement, ce qu'on analyse, c'est qu'on a connu des périodes comme ça. Donc, on a connu une crise en 86, en 92, en 2009, et on est habitué à ce genre de choses, mais on n'avait jamais eu un cycle aussi long, un cycle haussier aussi long. Et ça, on ne s'en rappelle pas. Avant 98, on avait des cycles très courts. On avait une élévation des prix, récession, ça durait un cycle de 10 ans. Là, on est quasiment en gommant 2009, qui a été une interruption d'une dynamique globale. On est sur un cycle qui fait 26 à 28 ans. C'est un cycle totalement inattendu et qui a principalement été porté par la baisse des taux d'intérêt et nos taux d'intérêt ininterrompus, qui a largement dopé le marché. Alors aujourd'hui, c'est vrai que en économie, ce qu'on constate, c'est si on regarde la crise des années 90, on a commencé d'abord sur une baisse des volumes. C'est toujours la période qui précède. On a d'abord la baisse des volumes avant d'attaquer de plein fouet la baisse des prix. Je sais que beaucoup de médias ont dit oui, mais les prix ne baissent pas. Oui, les prix tardent toujours à baisser. Il y a un délai, il y a une espèce d'inertie, de résistance, de résilience du marché avec des volumes qui s'affaissent, qui s'affaiblissent. Et puis après, la baisse des prix prend le relais. Alors aujourd'hui, la baisse des prix, elle est constatée, moyenne France, c'est ce qu'on avait prévu
en notre conférence de presse de juin, on avait prévu un atterrissage à 900 000 transactions. On va être sensiblement à 875 000 à fin 2023 et une baisse des prix moyenne d'environ 3 à 4%. La période à venir va être la véritable, je dirais, l'heure de vérité sur les prix qui n'ont pas été encore impactés. Aujourd'hui, donc, je crois qu'on va revenir à une réserve d'opportunités pour de nombreux propriétaires qui conservent leurs biens, avec notamment un marché qui sera plus contraint et avec une démarche d'utilité. C'est-à-dire que certains propriétaires vont être obligés de vendre et de composer avec le pouvoir d'achat des ménages. Donc aujourd'hui, il faut dire aussi que dans toutes les transactions, on avait des transactions qui étaient d'opportunités. On a tous connu des propriétaires qui achetaient, qui revendaient, même de nos clients, qui revendaient au bout de 18 mois. C'était quelque chose qui faisait partie des usages chez certains. Donc on va certainement revenir à un volume de transactions plus en adéquation avec la réalité de notre système. C'est-à-dire que on était en 2017 à 850 000 transactions. Je pense qu'on devrait atterrir à fin 2024 à ce chiffre, sauf aggravation une nouvelle fois des taux d'intérêt, parce que même s'il y a une pause aujourd'hui de la BCE, on n'est pas sûr et personne ne peut lire dans la boule de cristal et savoir être certain qu'en 2024, nous ne soyons pas encore confrontés à une hausse des taux d'intérêt. L'inflation n'est pas contrée, on est toujours soumis à un environnement international avec des tensions inflationnistes qui peuvent se répercuter dans nos économies intérieures. Donc, je dirais que on le souhaite. Si, bien évidemment, les taux restent stables, comme l'envisage le premier semestre 2024, on va avoir une stabilité, je dirais, en termes de baisse de volume. On va stabiliser à 850 000 transactions fin de l'année 2024. Donc, l'hémorragie de la baisse des volumes est terminée, je dirais. Et simplement, maintenant, c'est la vérité des prix. La vérité des prix pour rattraper le pouvoir d'achat des ménages et la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui a été largement, qui était la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Donc, il faut resolvabiliser les ménages. Donc, la baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. On va rentrer dans la phase de baisse des prix, et je pense que c'est la prise de conscience de certains ménages. Mais à cela, il faut aussi corréler le fait qu'on a eu nombreuses transactions ces dernières années. Quand je parle de transactions d'utilité, il y a beaucoup de vendeurs qui ne voient plus la nécessité de faire une transaction. On a créé un phénomène d'accélération et de rotation du parc. On a peut-être consommé un peu trop et aujourd'hui, on va être peut-être confronté à des transactions peut-être un peu moins sur le marché. 2024, c'est l'année de la vérité des prix, l'année du redémarrage en termes de volume. Alors maintenant, le déblocage du marché par les critères du HCSF, bon, ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est comme si on n'avait rien fait, parce que conditionné, on avait proposé, nous, FNIM, qu'on est sur une durée de 27 ans, on travaille 2 ans de plus, pourquoi ne pas avoir effectivement emprunté 2 ans de plus, c'est tout à fait possible, mais on est contre le fait d'augmenter plus le ratio d'endettement des ménages, bon, sauf cas particulier, mais je pense que dans tous les cas, notre position sur les critères du HCSF, le HCSF est un très mauvais dispositif, moi je plaide pour sa suppression pure et simple. Je ne veux même pas faire du tricot ni du cosmétique, ça ne sert à rien. Quand on a créé le HCSF, c'est parce que les Français étaient trop endettés avec l'immobilier. Et quand aujourd'hui on réduit les volumes de crédit par 2, le HCSF n'a plus son utilité comme il le prévoyait. Aujourd'hui, les banquiers sont des capitaux risqueurs, ils savent très bien prendre des risques, ils savent très bien accompagner les ménages et savoir où ils prennent. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une démarche un peu de protection de la part de certains établissements bancaires, ce que je peux comprendre, puisque aujourd'hui, quand on prête, on assure son concours à un emprunteur, on sait très bien qu'on finance une valeur, et notamment dans le temps. Et aujourd'hui, la baisse des prix annoncée fait prendre un risque aux banquiers qui, notamment, lui assure de financer quelque chose qui risque d'être exposé à une baisse dans quelques mois. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi il est plus exigeant en termes d'apport personnel, ce qui écarte aussi nombre de primo-accédants, et surtout ce sont ceux-là qui souffrent. Je crois que la priorité de cet État aurait été d'accompagner les primo-accédants. Alors notre proposition de portabilité, de transférabilité, que j'ai rappelé au ministre, et je martellerai tant que je n'aurai pas une réponse définitive. Bon, je pense que je rencontrerai le président de la Fédération française des banques début février. Ça me permettra, dans une autre instance, ça me permettra d'échanger avec lui et de lui en faire part. Je continue dans tous les cas à proposer, parce que la solution, elle est simple, elle n'a pas été comprise par l'écosystème, et je dirais au hasard, sans vouloir égratigner quelques-uns, mais les autres syndicats ne nous ont pas accompagnés, personne ne nous a soutenus, on était les seuls, et puis on n'a pas entendu non plus d'écho négatifs ou de dire c'est un mauvais système, c'est une mauvaise solution.
La portabilité, la transférabilité, sans revenir sur la mécanique, elle a fait ses preuves. Moi, en tant que professionnel, je l'ai utilisé, largement utilisé, et on s'en est servi. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui permet, tout simplement, la banque ayant escompté, si on reste dans une durée raisonnable de rotation du parc à 6 ou 7 ans, elle a escompté son résultat, ça ne coûte rien de plus, je dirais, elle peut continuer à financer, à laisser le prêt en cours consenti à un ménage afin qu'il se porte sur une autre acquisition, et également une transférabilité possible. C'est une technique que l'on connaît et c'est une question uniquement avec le banquier qui conserve le regard de décider de l'éligibilité en cas de transférabilité du crédit vers un autre emprunteur. Et de même, je dirais que c'est une aubaine parce que je crois que, alors peut-être que les courtiers ont vu ça d'un mauvais œil, non, on va nous supprimer notre production de crédit, pas du tout, parce que d'abord, c'est marginal, deuxièmement, plus on avance dans le temps... On va pas anticiper, on va laisser Caroline répondre là-dessus. Plus la portabilité est compliquée, et en même temps, aujourd'hui, une acquisition, on a une partie de crédit et un complément à faire, et au contraire, je pense que ça va leur donner un petit peu d'oxygène pour les professionnels dans la transaction. Donc moi, je ne perds pas espoir, hein, je pense qu'on peut y arriver, et j'ai des techniques aussi, j'envisage d'ailleurs. Moi, je suis extrêmement remonté contre les systèmes. Dire pourquoi. En 2009, quand on a eu la crise des subprimes, Nicolas Sarkozy fait baisser le taux de l'Euribor qui était à 5, il fait baisser à 0, pour financer les banques et leur permettre d'avoir un accès à les ressources et combler les pertes qu'elles avaient connues pendant la crise des subprimes. Pendant tout ce temps, on a injecté du crédit, effectivement, avec une baisse progressive des taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que l'État est venu au secours des banques. Et aujourd'hui, au moment où il pourrait y avoir un geste citoyen, républicain et solidaire avec les ménages français, on n'a pas ce retour. Donc, moi, je vais marteler, je vais continuer à exiger et demander à ce que les banques nous accompagnent. Ça n'est pas pensable. Et je le dis surtout dans un contexte de crédit. Je le dis, hein, je continue le crédit, j'ai encore 3 minutes et je m'arrête. La FNM s'est battue notamment. Et on a obtenu, j'ai écrit au gouverneur de la Banque de France, à Bruno Le Maire, on a réussi à faire en sorte que les prêts consentis aux copropriétés fassent référence aux prêts à la consommation et non pas aux prêts immobiliers. Ça change la donne. Ça restaure des marges énormes, très importantes. Le volume, notamment, du financement de la rénovation énergétique, sur 4 ans, là, c'est 200 milliards si on voulait rénover tous les FSG. C'est-à-dire, hein, quand on la compare aujourd'hui à la production, c'est 2 années de production aux normes actuelles, 2 années de production bancaire. Donc je pense qu'il y a un moment, on peut être donnant et gagnant-gagnant. Je crois qu'il y a un esprit de répartition, de solidarité avec une profession qui est en souffrance. Et surtout, je le dis bien, souffrance pour des primo-accédants et des jeunes ménages qui n'arrivent pas à accéder au crédit à des conditions intéressantes. Voilà. Alors, très intéressant, on pourra dire... J'y étais, mais pour ceux qui n'étaient pas au congrès de la FNAIM ou qui ne l'ont pas suivi à distance, parce que c'était possible, le ministre, sans être catégorique, hein, tu parlais tout à l'heure d'attendre une réponse définitive, sans être catégorique, a dit il semblerait que ça ne soit possible que pour la production nouvelle, c'est-à-dire pour les nouveaux crédits, sachant que l'intérêt, évidemment, c'est les crédits en cours. C'est-à-dire un ménage qui aurait un crédit en cours, hein, je traduis ce que tu as dit, pourrait voir son crédit reporté sur un nouveau bien, et n'être pas confronté à l'accès au crédit, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'entre eux. D'accord, parfait. Et je retiens aussi, alors, une autre idée que tu formules de manière prudente. Tu dis, on sort d'une période, notamment en 2022, avec un très fort niveau d'activité des transactions, hein, plus d'1 200 000 transactions. On va retomber à 875 000, c'est la prévision de la fédération. Mais finalement, dans le 1,2 million, il y avait des transactions que certains appellent de confort, on va les appeler comme ça, et la réduction du marché n'est pas pénalisante au degré qu'on pourrait imaginer. Tout à fait. Voilà. D'accord. On va revenir sur un marché qui va retrouver une normalité, je dirais, parce que là, il a connu un excès historique, je dirais. Voilà, il a connu une amplitude qui est historique qu'on ne retrouvera pas. Tous les professionnels qui écoutent, il ne faut pas rêver, on ne reviendra jamais au volume d'1 200 000 transactions. On va se situer sur un trend de 850 000, 900 000. Et je dirais que quand on rapporte ça à la rotation de l'ensemble du parc immobilier, c'est la norme, c'est le calcul qu'on en ressort. Et c'est une norme, je dirais, un rythme de croisière d'un marché immobilier apaisé et notamment sans contrainte. Et en revanche, tu dis, il ne faut pas descendre en dessous. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'étiage, voilà, c'est clair. Roselyne, je demande encore un peu de patience à Caroline, mais
on attend impatiemment son regard. Roselyne, avec le regard que les ADIL sur tout le territoire peuvent porter sur les candidats à l'emprunt immobilier, au crédit immobilier, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce qu'aussi d'ailleurs il y a une inquiétude, alors je ne sais pas si on voit ça dans les ADIL, mais de ménages qui ne sortent pas du bois, c'est-à-dire qui ne vont même pas jusqu'à la constitution d'un dossier immobilier parce qu'ils sont persuadés que ça ne va pas passer, qu'ils ont des inquiétudes d'une autre nature, hein, géopolitique en particulier. Donc quel est le mental, je dirais, des ménages? Est-ce que, alors ça c'est une question qui intéressera Caroline, mais ils ont davantage le réflexe de se tourner vers des courtiers? On rappellera que le courtier, c'est l'avocat de l'emprunteur, parce que c'est très compliqué et qu'on a besoin d'un défenseur de la cause. Voilà, donc quelques questions. Et ensuite, est-ce que, puisque dans l'assouplissement qui a été annoncé, le ministre en a parlé clairement au congrès de la FNAIM, il y a aussi l'idée de réexaminer des refus de prêt. Alors, est-ce qu'il y a des constats de refus de prêt importants et avec des ménages qui disent « je ne comprends pas pourquoi, j'avais des bons revenus », voilà. Merci Henri. Je vais vous donner simplement 2 chiffres pour introduire un petit peu mes propos. On a pu effectivement, dans notre dernière publication qui s'appelle Lumière Sûre, qui traite de la crise du logement, illustrer et étayer justement ce sujet de crise du logement. Et par rapport à l'accession à la propriété, je vais prendre l'exemple dans l'ancien. Les prix dans l'ancien, si on les rapporte aux revenus bruts des ménages, il fallait 2,5 années de revenus pour devenir propriétaire. Alors, on va dire en 1965, mais le taux, il est resté stable jusqu'en 2000. Et ce ratio, il a augmenté tout au long des années 2000 à 2010. Et il faut désormais 4,5 années de revenus pour acheter un logement ancien. Un quasi-doublement. Voilà. Donc, déjà ça, on se dit, on garde en tête effectivement ces éléments. Donc, nous, on a beaucoup de primo-accédants qui viennent nous voir. Et certains, au vu du contexte, on va dire s'auto-censurent. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, bon, bah, de toute façon, je ne peux pas acheter, c'est pas possible. Je ne vais même pas aller, enfin, ils viennent nous voir, mais ils se disent, est-ce que ça vaut la peine d'aller rencontrer un banquier, un courtier pour le projet? Je ne vais pas chercher une humiliation, c'est pas utile. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on est un petit peu la phase 1, je dirais, d'une simulation de projet d'achat, où on va, avec les taux moyens que l'on peut nous mesurer, faire une première simulation d'achat, simulation financière qu'on pourra effectivement discuter avec les candidats à l'accession. Donc, par rapport à ça, nous, on va effectivement intégrer, par exemple, les aides des collectivités locales. On va effectivement identifier toutes les pistes de financement auxquelles le ménage n'aurait pas forcément pensé. Est-ce que voilà, un CEL, un PEL, le prêt des collectivités locales. Et je pense que on va peut-être l'intérêt de revenir à des prêts bonifiés, c'est peut-être une bonne idée au vu des taux qui sont actuellement très élevés. Donc là, on va, je dirais, acculturer le ménage à toutes ces questions-là et puis lui donner les éléments, les armes pour aller voir son établissement financier pour qu'il lui fasse du sur-mesure. Parce qu'il y a quand même des projets qui sont possibles. Et c'est vrai que on a évidemment, comme le disait Loïc, des primo-accédants qui vont rencontrer des établissements financiers qui vont être très exigeants en termes de taux d'apport. Et ce qui va être totalement bloquant avec des taux d'intérêt qui ont augmenté et des opérations qui deviennent du coup impossibles à financer. Donc évidemment, on rencontre des ménages qui ont rencontré leur établissement financier qui leur disent bah là, c'est pas possible, enfin, vous ne pouvez plus financer le projet que vous aviez en tête. On rencontre aussi des ménages qui sont face à des refus de prêt. Alors, l'idée de soumettre à nouveau, comme le dit le HCSF, on va dire, réexamen les projets qui ont fait l'objet d'un refus, à la limite, pourquoi pas, mais il faut que les choses évoluent entre-temps. Le ministre annonce ce dispositif, d'ailleurs, je le précise, il l'a dit aussi au congrès de la Fédération, mais en janvier ou février. Le dispositif de réexamen, de réinstruction n'existe pas, mais il est en train d'être construit. Oui, voilà, c'est avec la FBF qui devrait effectivement piloter ça. Oui, je dis pourquoi pas, sachant qu'effectivement, les banques n'utilisent pas forcément leur marge de manœuvre des 20% de déroger aux critères qui sont imposés entre les 35% et les 25 ans.
Donc là, on est uniquement à 14,3% de capacité de dérogation, effectivement, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 20% sur certains dossiers. Donc voilà, je pense que les établissements financiers sont assez prudents. Alors, je pense que notre système bancaire, il est très protecteur pour les ménages, et c'est bien. C'est-à-dire qu'on va prêter en fonction de la capacité de remboursement des ménages et non pas en fonction de la valeur du bien. Je pense que ça, il faut le conserver. On a un système qui est protecteur. On est quand même passé à travers pas mal de crises. On a tenu le choc. Et si on reprend, si on se pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de surendettés aujourd'hui? Le niveau de surendettement est en constante baisse depuis plusieurs années. On a une enquête typologique sur le surendettement qui est diffusée sur le site de la Banque de France qui dit qu'en 2022, le nombre de dossiers de surendettement déposés a baissé de 7% par rapport à ce qui était déposé en 2021. Et les 3/4 des ménages surendettés sont locataires. Donc ça veut dire que les accédants à la propriété, il y a très peu de surendettés en accédant à la propriété. En clair, le crédit immobilier est une cause mineure de surendettement. Totalement, totalement. Ils disent bien que la part de dette immobilière dans l'endettement global recule en 2022 et on est vraiment sur une pente descendante et que la proportion de dossiers qui comportent au moins une dette immobilière s'établit à 11,3%. Donc finalement, ce n'est pas les crédits immobiliers qui génèrent le surendettement. Alors, si on reprend les dernières années, quand le taux de crédit il était bas, quel était l'intérêt de prendre du taux variable? Aucun. Donc les ménages ont pris des taux fixes très bas, donc aujourd'hui, ils sont protégés. Ça serait éventuellement un ménage très mal conseillé qui aurait pris un taux variable et qui, du coup, aurait effectivement subi des évolutions. Enfin bon, a priori, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. On va y revenir, mais on va en parler pour l'avenir avec Caroline tout à l'heure, parce qu'on commence à réévoquer néanmoins les taux variables. Mais sur le passé, on va dire sur les 20 dernières années, toute une génération, ce que tu dis est incontestable. Peu de risques. Peu de risques de créer du surendettement majeur. Voilà, en tous les cas. Et c'est vrai que voilà, nous, on rencontre, on conseille, on oriente ces ménages qui ont des projets d'accession. Ben, certains, on leur dit, voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter. Un chiffre quand même qu'il faut rappeler, tu parlais tout à l'heure des primo-accédants. Ce n'est pas un petit sujet. Il constitue, je crois ne pas me tromper, il constituait dans les années récentes 60% des opérations de revente. C'est-à-dire sur le 1,2 million, par exemple, le million, une année avant, qu'on évoquait avec Loïc Quentin, plus de la moitié était due au primo-accédant. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on s'attarde sur le primo-accédant que vous avez cité l'une et l'autre, et je pense que Caroline aussi va en parler. C'est un gros marché, si je puis dire. Voilà. Et je pense que Loïc a raison de dire aussi qu'on en aura moins dans l'avenir, mais néanmoins, il faut protéger cette possibilité de réaliser la première marche, disons, du parcours résidentiel. Donc aujourd'hui, on mesure que ce sont ces clients-là des ADIL, si je puis les appeler ainsi, qui viennent beaucoup vous voir et qui ont des problèmes. L'apport personnel, par définition, ils ne l'ont pas. C'est ça. Et peut-être juste pour compléter, les notaires disent qu'entre septembre 2022 et septembre 2023, c'est moins 18% de transactions. Mais alors, je n'ai pas forcément les chiffres de nombre de crédits distribués. Je pense que c'est beaucoup moins de 18%. Donc, ça veut dire que certains ménages sont encore en capacité d'acheter avec du comptant. C'est-à-dire que ce n'est pas des primo-accédants, c'est des secondo-accédants à minima qui ont beaucoup d'apports. Donc, il y a encore des transactions. Mais le profil des personnes qui sont en capacité d'acheter aujourd'hui, ce n'est pas du tout les mêmes et ce n'est pas du tout des primo-accédants. On monte en gamme. Alors, on va vérifier ça avec Caroline parce qu'elle a un observatoire privilégié avec son entreprise déjà leader, avec la PIC. Caroline, on va reparler des dernières décisions. J'ai lu que tu portais un regard assez sévère, mais visiblement, tu n'es pas la seule. Loïc n'a pas dit différemment. Ce qui a été fait ne va pas créer de miracle, ne va pas permettre un afflux d'obtention de crédit. Tu vas nous expliquer pourquoi, tu vas peut-être nous dire aussi ce qu'on peut attendre. On a entendu aussi bien de Roselyne qui dit on peut faire confiance aux banques, elles ne surendettent pas les ménages en France autour du crédit immobilier. C'est aussi la pétition du président de la FNAIM, on fait confiance davantage aux banques. Il va plus loin, il dit les critères du HCSF, ils ont pu être utiles, aujourd'hui ils sont totalement inutiles.
Donc, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu vas aussi loin? Et puis, important, Rosine nous dit, il y a des ménages qui arrivent à réaliser les transactions, ce n'est pas les mêmes. Le fait est que s'il y a une moitié des ménages qui n'ont plus de crédit, il y a une moitié qui l'obtient toujours. Et il y en a même d'autres qui peut-être se passent d'une forte quantité de crédit. Donc, parlons un peu de l'état du marché, de sa typologie. Et pour être positif, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on est un ménage ou quand on est un intermédiaire aussi, hein, pour arriver à déboucler une opération de financement? Alors, j'ai plusieurs sujets. Le premier, effectivement, le HCSF. Qu'on soit clair, ces critères n'ont jamais été utiles pour lutter contre le surendettement des ménages, hein, puisque le surendettement n'existait pas et on l'a vu, hein, les chiffres du surendettement sont pas liés au crédit immobilier. Les critères du HCSF, il faut bien se rendre compte, on en parle beaucoup, ils ont été rendus obligatoires pour les banques début 2022. Début 2022, on était déjà donc c'est vraiment contre-cyclique, contre-intuitif, on était déjà dans une crise d'accès au crédit. Ils ont été créés pour quoi? Ils n'ont pas été créés pour éviter le surendettement des banques, des clients. J'ai passé 15 ans en banque, donc je sais très bien comment on octroie un crédit. Et les banques, c'est elles qui portent le risque, donc elles n'ont aucune raison de surendetter leurs clients. Sinon, c'est elles qui portent les pertes. Et donc les banques ont toujours géré le reste à vivre selon la situation du client. Elles n'ont jamais fait n'importe quoi. Les critères du HCSF, ils ont été mis en place pour freiner le marché, les prix de l'immobilier, le marché de l'immobilier, dans une période où, Loïc l'a dit, on était à un moment donné un peu en surchauffe frénétique, effectivement, avec des taux entre pas loin, en dessous de 1%, des prix de l'immobilier qui commençaient à monter. Donc, ils ont été mis en place pour freiner le marché et pas pour éviter le surendettement des ménages. Donc, première chose. Et en 2022, c'était complètement contre-cyclique puisque on avait ces problématiques de l'usure, puisqu'on a eu une remontée des taux extrêmement rapide qui bloquait déjà le marché. Donc, pour moi, le HCSF n'a aujourd'hui aucune utilité et n'en a jamais eu aucune. Donc, le critère des 35%, nous, on préfère le reste à vivre parce que quand vous gagnez 8 000 euros, 35% de 8 000 euros, ça vous laisse quand même pas mal de reste à vivre. C'est pas la même chose que quand vous en gagnez 2 500. Donc déjà, la notion de reste à vivre. La durée, Loïc en a parlé, effectivement, on peut pousser la durée. On part en retraite maintenant à 65 ans. Quand on est jeune, on peut emprunter sur plus longtemps, d'autant plus que la durée moyenne d'un crédit, c'est 8 ans. Donc, de toute façon, on refera son crédit. Et puis, un autre critère du HCSF, qui est assez aberrant, et c'est le calcul différentiel et qui freine une grande partie du marché de l'investissement locatif et donc avec un impact très fort sur la promotion immobilière. Voilà, qui est un calcul qui existait avant, hein, qui permettait juste de faire le différentiel entre les revenus de la location et les montants de l'emprunt, et qui permettait de passer sous ces critères d'endettement. Donc nous, on trouve que les critères, ils ne sont pas adaptés aujourd'hui et ils ne servent pas à grand-chose. Les adaptations, les assouplissements proposés par le HCSF. On peut les rappeler, Caroline? Il a été cité l'un de ces critères par Loïc. On a parlé aussi du réexamen de la commission à créer, hein, ou du médiateur pour examiner les refus. Il y en a un peu plus que ça. Est-ce qu'on peut les rappeler? C'est extrêmement complexe. Je veux dire, déjà, le fait qu'on n'arrive pas à les édicter soi-même, ça veut dire que c'est quand même extrêmement complexe. Ils ont même dit que c'était des ajustements techniques. Hein. Donc, le premier, c'est sur justement la tolérance sur les dérogations. Alors, quand vous commencez à ouvrir des dérogations dans tous les sens sur un critère, ça veut dire, enfin, à la base, la règle n'est pas bonne. Hein. Si vous commencez vraiment à dire aux banques, mais utilisez toutes les dérogations, c'est que le critère, à la base, n'est pas tellement utile. Donc, la tolérance sur les dépassements des sous-limites dérogatoires qui ne seront plus observées, je vous dis, hein, ils seront observés sur 9 mois plutôt que 3 mois. Il faut bien voir que ce qui bloque au niveau des banques par rapport à ces critères, c'est que les banques, elles veulent bien déroger. C'est pas ça le souci, c'est qu'elles sont pas en capacité de le faire. C'est-à-dire que j'ai été en banque, quand vous êtes dans une banque, c'est l'agence qui distribue les crédits et la tête de réseau qui pilote. Donc, vous pouvez pas piloter au jour le jour
là, je suis dans mon quota de 20%, là, je suis dans mes 15%, là, vous ne pouvez pas le piloter au niveau de l'agence. C'est extrêmement compliqué de piloter tous ces critères de sous-dérogation. Donc, les banques, pour ne pas se faire taper sur les doigts, elles freinaient un petit peu, elles freinent sur les critères de dérogation. Et c'est pour ça qu'elles n'utilisent pas les marges, parce qu'elles ne sont pas capables de les utiliser. La marge, Caroline, reprécision, parce que c'est assez technique. On a face à nous des personnes avisées, mais quand même, l'enveloppe dérogatoire, elle est de 20% de la production, c'est ça? Exactement, exactement. 20% de la production, et à l'intérieur de cette marge dérogatoire de 20%, vous avez des dérogations, une proportion pour les primo-accédants, une proportion pour l'investissement locatif, qui doit être 70% pour l'investissement locatif et 30% pour les primo-accédants. Bref, c'est extrêmement compliqué. Moi-même qui suis dedans tous les jours, je peux vous dire que j'ai du mal à m'en souvenir. Faut que je mette des petits post-it, donc c'est très compliqué. Le deuxième sujet, c'est l'exclusion des pré-relais du calcul du taux d'endettement lorsque le montant est inférieur à 80% de la valeur du bien mis en vente. Et idem, ce second critère, aujourd'hui, les banques ont déjà exclu, pour certaines, les pré-relais des critères d'endettement et les traitent à part. Donc, c'est déjà des choses qui existent. Juste pour vous montrer que ce sont vraiment des sujets purement cosmétiques. Ensuite, l'extension de la durée maximale des prêts à 27 ans, possible en cas de travaux. Et ce qui change, c'est le minimum que l'enveloppe de travaux doit représenter sur le coût total du crédit. Maintenant, il faut que ce soit minimum 25%, et demain, ce ne sera plus que 10%. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué, ces règles de HSF. Nous, que ce soit à CAFPI, mais surtout au niveau de l'APIC, alors vous parliez de l'APIC, l'APIC, c'est pas un syndicat, c'est une association, c'est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit, et c'est la première association en France qui regroupe l'ensemble des plus grosses enseignes de courtage, CAFPI, Meilleur Taux, Vous Financez, La Centrale, c'est plus de 50% de l'intermédiation en France. Et nous, ce qu'on nous demande sur le HSF, c'est purement et simplement un moratoire. Je pense qu'on est dans une situation inédite et je pense qu'on ne risquerait rien à faire une pause de 3-6 mois et de voir comment ça se passe. Franchement, c'est le sujet sur le HSF. Ensuite, le sujet sur peut-être la portabilité ou la transférabilité des crédits. Alors moi, en tant qu'emprunteur, je trouverais ça super. Ça a existé, au fait, Caroline, un point d'histoire, autrement Loïc reprendra la parole, mais ça a existé, d'ailleurs tout à l'heure, il a dit, moi je m'en suis servi, alors c'est un professionnel chevronné, aujourd'hui ça n'est plus possible, mais dans le passé, on a connu ça? Oui, ça a existé. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous voyez bien que les banques ont un stock de crédit quand même à des conditions de 1%. Enfin, l'écart de crédit entre 1% et 4,5% est pas le même. Et malheureusement, une banque, on se dit les choses, on est entre nous, une banque, c'est pas un établissement social. Et on voit bien que dans toute cette crise… C'est pas des philanthropes, on dit. C'est pas des philanthropes. Et globalement, dans toute cette crise, on a quand même… Pourquoi les banques se sont arrêtées de prêter à un moment donné? C'est parce qu'elles ne faisaient plus de marge. La problématique du taux d'usure, vous savez, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques ne peuvent pas prêter, le taux maximum, ce qui est censé protéger les emprunteurs. Sauf que les banques avaient des coûts de refinancement très élevés et que le taux d'usure ne remontait pas suffisamment vite. Donc, les banques ne pouvaient pas prendre leur marge entre leurs coûts de refinancement et le taux auquel elles pouvaient facturer leurs clients. Donc, finalement, le marché était bloqué et les banques se sont mis en marge complète du marché. Des banques comme la Société Générale ou autres ont arrêté de produire du crédit parce qu'elles ne voulaient pas produire à perte et qu'elles ne voulaient pas perdre de l'argent. Donc, crise du taux d'usure, les banques ne veulent pas perdre de l'argent puisque maintenant, il a été trimestrialisé. Là, il est à 6,1, je crois. Mensualisé en fait. Il est mensualisé, il était trimestriel, il était mensualisé. Là, il doit être à 6,1, là où on a des taux clients plutôt en dessous de 4,5. Donc, vous voyez, les banques, maintenant,
elles retrouvent de la marge pour faire du crédit. Hein, depuis le mois d'août, nous, on a des banques qui nous disent je retrouve de la marge. Donc, en fait, elles retrouvent de l'appétence pour faire du crédit et pour faire de la conquête client. Et on a des banques qui reviennent. Toutes les banques sont revenues depuis le mois de septembre. On a des banques en ce moment, donc je vais apporter aussi un petit peu de lumière. On a des banques qui baissent leur taux. La semaine dernière, on a eu 2 banques qui ont baissé leur taux de 0,20 et de 0,10. Parce qu'elles veulent faire de la conquête client. Elles subissent la même chose que nous, qui est le manque de transactions. Pas de transactions, pas de crédit, pas de conquête client et finalement pas de PNB, parce que la banque, elle fait beaucoup de PNB sur la transformation. Donc, je pense que les conditions du crédit sont aussi liées à la capacité des banques de gagner de l'argent sur le crédit et de ne pas faire de crédit à perte. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste. Sur la portabilité. Sur la portabilité, effectivement, parce que elles ont quand même engrangé des crédits autour de 1%. J'imagine que la banque va préférer faire de la production nouvelle avec des nouveaux taux que malheureusement se traîner une production sur laquelle elle gagne peu d'argent. Mais effectivement, d'un point de vue emprunteur, ça serait vraiment très positif. C'est un propos très, très clair, Loïc pourra réagir, mais est-ce que ça veut dire, très intéressant de dire, on s'était accommodé de taux très bas, c'était formidable pour le consommateur, pour le marché immobilier, même si ça a pu favoriser l'augmentation des prix, et justement le HCSF a voulu qu'il y ait un tempérament des prix. Bon, n'oublions pas ce que ça a apporté. Ça n'était pas très simple pour le système bancaire. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, si on fait un peu d'anticipation à 2, 3, 4, 5 ans, il va falloir se mettre en tête qu'on a des taux, même s'ils se calment, qui vont être, je ne sais pas, de 2, 3, 4, et que c'est très bien? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Moi, enfin, mes parents ont emprunté, je ne sais plus, à 9, quelque chose comme ça. Peut-être à 15 alors, même, je dirais. À une certaine oui, époque. à 15, exactement. À 15, on était plutôt dans ces taux-là. Il y a... Exactement. Ça dépend de nos âges, Roselyne. Ça dépend de nos âges et des âges des parents. Mais globalement, je suis d'accord. globalement, ce sont des très bons taux. On est tous d'accord pour dire, et Loïc l'a dit, que cette période a des taux à 1. Alors, on ne peut plus dire maintenant, on ne reviendra plus parce qu'on sait bien qu'on a du mal à prévenir l'avenir. Nous, on s'imaginait à fin d'année arriver à 5%, on n'ira pas. On n'ira pas. Si on atterrit à 4,5, je vous le dis, on a déjà des baisses de taux de banque. Donc, si on atterrit à 4,5 début 2024, ça serait déjà quelque chose. Et on attend vraiment l'annonce de la BCE de jeudi, qui sera probablement un statu quo, même si l'inflation, j'ai quand même noté que en novembre disait que l'inflation ralentissait, on est plus qu'à 3,4 sur un an. On sait que la BCE, elle a en ligne de mire 2%. Donc c'est encore loin, ça c'est certes, et que la BCE va certainement maintenir les taux à ce niveau jusqu'au moins le printemps, mais c'est une bonne nouvelle. Et avec le taux d'usure qui est relativement élevé, ça veut dire qu'on va avoir des banques qui reviennent, qui essayent de revenir dans le match avec une saine concurrence. Moi, j'ai un patron de banque qui m'a dit, là, les banques, dans les mois à venir, qui ne vont pas faire les meilleurs taux, elles vont se voir prendre des parts de marché. Donc, sur le marché du crédit, je dirais on est vraiment sur une normalisation, un contexte qui est vraiment bien maintenant, enfin qui est vraiment positif. Maintenant, c'est le côté transaction et le statu quo un peu des vendeurs et des acheteurs où il faut encore que les prix baissent un peu pour resolvabiliser les Caroline, donc aujourd'hui, tu dis, ouais. semble dire, tu dis que on voit des prêteurs qui reprêtent davantage et qui s'en donnent les moyens en baissant des taux, notamment. Est-ce que, Loïc a évoqué tout à l'heure la crainte qu'elles pouvaient avoir, ces banques légitimes, que le bien concerné par l'acquisition voit sa valeur baisser, c'est-à-dire que l'actif de référence, on va dire le bien sur lequel il y a, alors c'est soit une hypothèque, soit une garantie, peu importe, mais
Est-ce qu'il y a cette crainte ou est-ce qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas là pour les banques? Ou est-ce qu'elles attendent encore une baisse des prix qui est en cours, hein, et elles prêteront davantage mi-2024 qu'elles ne le font au 1er janvier 2024? Là, les banques, aujourd'hui, on n'a plus de restrictions. Il faut savoir qu'on avait des banques qui n'étaient plus sur le marché. On a des banques qui reviennent. On a des banques qui avaient des restrictions sur les revenus des emprunteurs. Là, ces critères aujourd'hui ont sauté. Alors, effectivement, elles gardent de la prudence. On a des freins, nous, qui sont liés techniquement au HCSF. Je pense que les banques font attention, mais elles ont aussi conscience que, alors à tort ou à raison, qu'il ne va pas y avoir un écroulement des prix de l'immobilier. D'accord. Et que l'immobilier reste quand même voilà, une valeur sûre et une valeur refuge aussi pour leurs clients et pour les primo-accédants. Dernière question, enfin, j'en ai beaucoup d'autres et je suis sûr que Roselyne ou Loïc vont en avoir aussi, ou François-Emmanuel d'ailleurs. Et des questions du chat viennent sur le sujet des travaux. Alors, aujourd'hui, la probabilité qu'une banque doit financer l'acquisition d'une passoire énergétique ou d'un bien qui n'est pas au top du DPE est forte. Bon. On sait, Roselyne l'a dit, le prêt en France, il est personnel, c'est-à-dire qu'il regarde la situation de l'emprunteur. Néanmoins, depuis quelque temps, on sait que les banques s'intéressent au bien qui est financé, qui est assez nouveau, et à sa qualité, et en particulier sous l'angle, il va y avoir des besoins de travaux. Alors, si on est investisseur, bailleur, c'est certain, parce qu'on ne pourra plus louer, mais même si on est occupant, on va être dans une copropriété, il va y avoir des décisions, donc je vais acheter 100, je vais peut-être devoir encore dépenser 20 ou 15. Quel est le regard des banques sur cette nouvelle situation? Parce qu'au fond, c'est la loi climat-résilience qui est venue apporter tout ça avec un échéancier d'amélioration. Alors, effectivement, elles sont extrêmement attentives sur la capacité de l'emprunteur de mener à bien ces travaux de rénovation énergétique, donc d'un point de vue financier, donc intégrer l'enveloppe de crédit nécessaire ou avoir la trésorerie ou l'épargne nécessaire pour faire face à ces rénovations de biens de patrimoine énergétique. Mais, et on le voit bien, fleurissent tous les dispositifs de financement autour de la rénovation énergétique. Les banques, c'est très intéressant pour elles car elles doivent verdir leur bilan. Une banque, elle a des critères RSE, hein, les groupes bancaires ont des critères RSE à maintenir et à faire valoir. Hein, c'est une analyse et la notation des banques est aussi basée sur les critères ESG et environnementaux. Et tout ce qu'elles pourront montrer dans leur bilan qui a été verdi par de la rénovation énergétique, ça vient en faveur de leur action vis-à-vis du climat. Donc, elles le font et elles sont très attentives à ce que les emprunteurs mènent à bien ces rénovations et les aident même avec des prêts complémentaires sur la rénovation. Est-ce que, néanmoins, parce qu'on entendait ça il y a quelques mois, mais d'évidence, et tant mieux, les situations évoluent vite, il y a des refus de prêts pour acquisition de passoires énergétiques. Alors, si je suis un propriétaire investisseur, notamment, ou même si je suis un accédant, est-ce qu'on voit encore, de la part de certaines banques, en dépit de ce que tu viens de dire, hein, qui est clair, le verdissement des bilans et de leur image, est-ce qu'on voit encore des rejets de prêts? On voit des rejets de prêts si la rénovation énergétique n'est pas financée. Et si elle n'est pas finançable par Et si elle n'est pas finançable. La capacité de l'emprunteur, d'accord. Exactement, exactement. Mais ça, pour le coup, ça rejoint le principe de précaution pour protéger l'emprunteur. On ne veut pas le mettre dans un mauvais pas, quoi. Ouais. Exactement, c'est plutôt pour protéger l'emprunteur et in fine, quelque part aussi la banque hein, qui gère le risque emprunteur et le risque de son client. D'accord. Loïc, et puis ensuite je retournerai vers Roselyne là-dessus. Oui, je trouve que c'est quand même très inquiétant parce qu'on est quand même dans une période où la loi climat-résilience va s'appliquer partout et sur toutes les mutations. Donc déjà,
les obligations de travaux qui pèsent notamment sur les biens monopropriété, les ventes en monopropriété, les F et les G, puisque le 1er avril 2023, on est obligé d'annexer un audit énergétique qui fixe bien évidemment le montant des travaux à réaliser pour atteindre une étiquette supérieure, qui fait partie d'un document contractuel de la vente. Donc, dans tous les cas, le banquier est extrêmement attentif à ça, et aujourd'hui, il ne peut pas déconnecter la mutation des travaux. La vraie question, et c'est l'idée que porte la FNIM, c'est de dire que nous, on est pour un contrat de vente en état futur de rénovation énergétique qui intègre la globalité, l'enveloppe des travaux nécessaires à atteindre une étiquette énergétique. Pourquoi? Parce que le banquier prend sa garantie sur la totalité du prix exprimé intégrant les travaux, et il y a une parfaite lisibilité. On n'imagine pas un marché demain financer d'abord une maison aller à 300 000 euros, et puis demain revenir voir le banquier avec 50 000 euros de travaux pour pouvoir en sortir. Le risque politique, il est là, qu'on est dans une trajectoire et une stratégie de rénovation énergétique, et aujourd'hui, et à terme, des F et G, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, donc il faut décarboner ces immeubles-là et trouver une structure de portage et de mutation de propriété à la hauteur. La valeur verte, elle doit être fléchée, et c'est le boulot à la fois des professionnels et le travail des banquiers. C'est pour ça qu'on a cette mission globale, et aujourd'hui, le banquier qui dirait « je regarde les travaux de rénovation énergétique, je vois s'ils peuvent être financés, mais je vous finance l'acquisition, et après, comment vous faites ? Et je ne vous accompagne pas parce que je ne peux pas le faire en 2 phases ». Il faut donc avoir des solutions de fléchage et d'accompagnement pour des acquéreurs. Idem dans une copropriété. Aujourd'hui, la vraie question, on ne sait pas comment cette politique peut évoluer. On peut avoir dans les copropriétés des logements G et des logements F qui peuvent être vendus, mais rien ne nous garantit de la finalisation je dirais, de la rénovation globale de l'immeuble permettant d'atteindre une étiquette énergétique supérieure. Donc, il faut travailler à ce dispositif, parce que moi, je crains qu'à un moment, la sanction, elle va tomber sur les logements, notamment les plus énergivores, sur les F et G, avec une retenue, notamment, ou une consignation d'une valeur travaux pour permettre à l'acquéreur, le moment venu, d'effectuer les travaux avec une retenue sur le vendeur. Ça serait la pire des choses. Donc, c'est pour ça qu'on maintient cette proposition, et c'est un fléchage. C'est un fléchage de la valeur verte, parce que je le dis souvent, une maison à 300 000 euros vendue étiquette G aujourd'hui, les travaux font 50 000. Alors moi, je pose la question à tout le monde, et on pourrait le donner dans un cours d'expertise. Ces travaux aujourd'hui, doivent-ils être cumulés au prix de 50 000 ou soustraits du prix de 300 000? C'est-à-dire que, est-ce que c'est 300 000 plus 50 ou 300 000 moins 50? La différence, c'est 33%. C'est pas moindre. Et donc, aujourd'hui, on a un besoin de sécuriser la valeur expertale, et la seule valeur, c'est la valeur verte qui doit être fléchée. Et à la fois pour garantir le banquier. Alors, effectivement, le banquier, excuse-moi Henri, le banquier, effectivement, il met aussi souvent ceinture et bretelles sur les logements F et G, parce que il anticipe aussi dans son calcul la décote de négociation, c'est-à-dire que voilà, les personnes aussi qui vont vendre des F et G ensuite, enfin le prix du bien, il va être complètement décoté. Donc au niveau du calcul des revenus, c'est important. Et puis au niveau, par exemple, de calcul aussi de pré-relais, aussi les calculs de pré-relais, ils sont extrêmement attentifs sur les logements F et G qui présentent des factures énergétiques très, très dégradées. Donc, voilà, ça reste compliqué, et c'est des études de dossier très compliquées. Pour autant, il y a beaucoup de prêts aussi complémentaires, des crédits IMO Impact, crédits IMO Vert, et les banques ont mis en place des simulateurs qui permettent de simuler son bien et les différents postes de travaux. Donc, vraiment pouvoir avoir un calcul le plus approchant possible du travaux énergétique à mettre en œuvre pour gagner souvent 2 niveaux de DPE. Et juste pour compléter, ça serait une erreur, je pense, de laisser des primo-accédants ou des investisseurs se lancer dans ce type d'opération avec des factures énergétiques qui vont aller croissantes, avec forcément, là, potentiellement un risque de surendettement, et pour des investisseurs, un risque d'impossibilité de mettre en location. Tout à fait. Aujourd'hui, Loïc, après je reviendrai vers Roselyne et Caroline. Je reviens à la question que tu posais. Quelle réponse, toi, spontanément, sur le terrain, tu es agent immobilier sur ton territoire,
à Nantes et alentour. Quelle réponse tu donnes? C'est-à-dire, effectivement, pour une maison que tu vas vendre, pour laquelle l'audit énergétique, puisque en monopropriété, désormais, c'est l'audit qui est plus fouillé que le DPE, qui va proposer un scénario de travaux avec une estimation. Qu'est-ce que ça va peser dans le prix? J'achète une maison de 300 000 €, je sais que j'ai 43 000 € de travaux à faire pour la sortir de sa condition de passoire énergétique. Est-ce qu'effectivement, je vais dire, monsieur l'agent immobilier, moi je fais une soustraction, jusqu'à quel point? Est-ce que c'est la totalité? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-dessus? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de langage de vérité. Simplement, on est dans un système extrêmement contraint. Je discutais avec une consoeur également récemment à Auxerre. Elle me disait, j'ai une maison à vendre 40 000 €, j'ai 52 000 € de travaux. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Je dirais que le marché est un coût, il connaît une transformation de sa valeur, et cette valeur, il faut l'accompagner, parce qu'on ne va pas laisser, notamment, et c'est un repoussoir primo-accédant, il faut les accompagner. Et on le sait en plus que, généralement, ce sont dans les marchés les plus reculés où on a les DPE les plus graves, les plus inquiétants. Oui. C'est-à-dire ce sont des maisons, aujourd'hui, qui n'ont pas été rénovées, qui n'ont pas été entretenues, qui ont des DPE classés G, sur lesquels il faut faire des travaux, sur lesquels il y a moins d'aide. Les aides MaPrimeRénov', elles sont les mêmes, qu'on soit à Paris pour un appartement classé G en accession à la propriété, ou que l'on soit dans le Cantal avec une valeur vénale qui est des fois 8 fois inférieure par rapport à notre marché. Donc, on a tout un ensemble qui fait que aujourd'hui, la primo-accession est en recul, mais elle va être aggravée notamment à venir parce qu'on n'a pas le dispositif d'accompagnement, nos primo-accédants, sur ce type de biens. Et aujourd'hui, on est confronté un déclassement d'une partie du patrimoine dans des territoires qui sont, bien évidemment, qui ne sont pas les 10 premières grandes agglomérations françaises, mais d'autres territoires. Donc, je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas compris le pouvoir. Et alors maintenant, sur le raisonnement que doit avoir un professionnel, je pense que c'est la raison pour laquelle nous, on insiste sur ce fléchage de valeur verte. Je dis bien, quand on parle de la vente en état futur de rénovation énergétique, c'est issu de la vente d'immeubles à rénover. Il n'y a rien qui s'oppose aujourd'hui. On a reçu un accord, un aval du DACS, on a reçu effectivement certaines sommes méritées et le professeur de droit nous ont effectivement confirmé qu'il n'y avait aucune difficulté, la DHUP non plus. Donc il y a uniquement une petite modification réglementaire, mais ce qui permettrait de donner de la visibilité, une feuille de route aux professionnels de l'immobilier et comment demain on vend un bien. On vend un bien avec sa valeur verte ou sans sa valeur verte. Mais on flèche. On dit les 300 000 sans sa valeur verte, 350 000 avec la valeur verte. Et on flèche. Imaginons un expert demain confronté entre une valeur décarbonée et l'autre qui ne l'est pas. Comment on va prendre des valeurs par comparaison, des valeurs de référence? C'est quoi ce bazar? Donc il faut, je dirais, accompagner les acquéreurs, accompagner les vendeurs sur cette stratégie. Et je crois que ce dispositif, on a le dispositif juridique, on le maîtrise, on le connaît. Bien évidemment, là, il faudra des professionnels formés et à la hauteur. Il ne s'agira pas simplement de faire une seule visite, mais d'accompagner des acquéreurs et leur donner tous les conseils nécessaires. J'y crois fermement parce que sinon, on risque de quoi? C'est de la sanction de l'État. On va dire votre maison à 300 000, mais on va faire des retenues sur le prix aux vendeurs pour que l'acquéreur puisse faire les travaux. Et c'est certainement pas ça qu'on veut. Non, la propriété, je crois qu'il y a une négociation entre les parties, il y a un équilibre à trouver, et c'est aux professionnels de trouver cet équilibre. On a entendu d'ailleurs la menace, je crois même venant de réflexion européenne, d'interdiction de cession de passoires énergétiques. Donc ce que tu dis n'est pas de la science-fiction. Non, on ne va pas déclasser des droits de mutation majorés, enfin, voilà, on ne sait pas ce qui peut être mis en place, des droits de mutation majorés pour des justement… sanctions, en tout cas, des sanctions. Roselyne, puisque tu as la parole, sur cette inquiétude des primo-accédants notamment, on rappellera que les primo-accédants se sont toujours beaucoup tournés vers le logement existant. On pense beaucoup au neuf, et notamment avec l'aide du prêt à taux zéro. Mais soit avec le prêt à taux zéro et des travaux importants, soit dans l'existant tout court, ils ciblent énormément le logement existant. Ces logements existants qui appellent des travaux aujourd'hui, avec l'endettement derrière, les jeunes ménages notamment qui viennent voir les ADIL, ils sont dans quelle perspective? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, on va l'occuper, il n'y a pas d'obligation, on fera les travaux plus tard, on s'en réfère au banquier. Quelle est la situation? Eh bien, c'est le risque. C'est-à-dire que le risque, c'est d'acheter justement un logement, une passoire énergétique, de ne pas faire les travaux immédiatement. Donc, il y en a qui sont tentés, ils se disent, ah ben, tiens, on a différents biens avec des prix à la baisse.
puisqu'effectivement, on a certains bailleurs qui ont donné congé pour vente parce qu'ils ne voulaient pas se lancer dans les travaux. Par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Et on a des primo-accédants qui se disent, ah ben, tiens, je vais acheter ce bien qui n'est pas trop cher, je suis en capacité de le financer. Et le risque, c'est justement de ne pas intégrer dans le budget achat-travaux, justement, cette mise en conformité pour éviter à terme des factures qui vont finalement impacter le budget du ménage et ils vont peut-être pas forcément rester très longtemps dans ce bien parce que je pense que les factures énergétiques vont pas aller à la baisse. Là, on est sur un bouclier tarifaire, on ne sait pas d'ici quelques années effectivement comment les choses vont évoluer. Donc, si les charges courantes du ménage, elles augmentent en lien avec le coût de l'énergie, le ménage, finalement, va diminuer sa capacité financière parce qu'il aura son prêt à rembourser sur la maison. Et s'il a en plus beaucoup de factures d'énergie, il ne pourra pas réemprunter pour financer les travaux. Donc, c'est ce que disaient effectivement les différents débatteurs, c'est que c'est une contrainte que les banques ont bien anticipée, que les agents immobiliers accompagnent également, en disant n'achetons pas d'achat sec, mais ce qu'on dit un achat rénovation ou un achat travaux. Et ça, il faut vraiment l'anticiper. Et je pense que collectivement, on porte tous ce discours. N'achetons pas du F&G sans anticiper les travaux, sans construire un projet, un plan de financement qui intègre tout ça. Et c'est vrai que bon, on a des coprêts à taux zéro, prime rénov, on a plein de sujets, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre en place des prêts bonifiés? Les collectivités locales pourraient encore développer ces sujets. Les établissements financiers peut-être faire des propositions intéressantes, certains le font déjà, sur justement ce financement des travaux pour inciter ces primo-accédants et puis leur laisser une porte ouverte. Oui, mais Roselyne, c'est pas parce que tu les finances que tu les réalises. Nous, dans notre proposition, en disant on fait une vente en état futur de rénovation, oui. Les travaux sont inclus dans le prix et ils sont réalisés par le vendeur avec une garantie. C'est issu de la vente d'immeuble à rénover. Donc, on règle le problème de l'urgence de la rénovation parce que si tu fais le financement et après c'est suspendu effectivement à l'accord de la personne d'engager ses travaux, et beaucoup d'acquéreurs ne voudront pas engager ces mêmes travaux. C'est un peu là le problème. Donc, et après, c'est la sanction qui tombe et on fait une réserve sur le prix avec des mécanismes qui sont très mauvais. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, si on veut véritablement engager les travaux de rénovation énergétique, il faut que le financement de la totalité de l'acquisition repose sur la globalité du prix, intégrant également les travaux. Ça me semble la seule piste louable si on veut véritablement accélérer le process. Alors là-dessus, je ne perds pas espoir, hein, je pense qu'on va y arriver, hein, mais il faut marteler et je pense que c'est très compliqué de faire entendre aujourd'hui l'exécutif. Et je partage vraiment parce qu'on laisse des ménages aussi un petit peu dans des situations très difficiles. Parce que finalement, faire des travaux, on sait quand on commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Et c'est très, très difficile d'évaluer globalement le travail de rénovation. Et on se retrouve finalement avec des ménages qui sont complètement désemparés avec leur passoire thermique, où ils s'imaginaient que ça allait leur coûter 10 000 € et en fait, ça leur coûte 25 000. Donc, on a aussi cette difficulté qui pourrait être résolue par la proposition que formule Loïc. Caroline, plusieurs questions inspirées aussi par le chat. La location-accession, alors je dirais plus largement, est-ce que ce qui se passe avec l'augmentation des taux, et tu le dis clairement, il est bien qu'il soit à un certain niveau, il va falloir s'y habituer, c'est simple pour le système, mais ça veut dire aussi que on mise, Loïc ne l'a pas caché, vers un recul de la primo-accession et de l'accession, avec d'ailleurs le report sur le marché de la location. Ce n'est pas le sujet du jour, on en a déjà parlé au cercle. Est-ce qu'il y a des solutions de l'ingénierie financière, comme on dit, qui pourraient faire rentrer de nouveau dans la nasse des accédants les ménages français? Typiquement, la location-accession est évoquée dans des questions. Est-ce que ça peut être un sujet? Aujourd'hui, c'est epsilonesque. Hein. La question aussi des taux variables. Je l'ai évoqué tout à l'heure, très, très clairement. On commence à lire, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas... Il y a un différentiel de taux qui est de 0,7 ou de 1, c'est ce qu'on estime. Alors, c'est séduisant aujourd'hui d'emprunter plutôt à 3,5 qu'à 4,5. Est-ce que ça a une actualité ou est-ce que c'est un fantasme et il faut oublier ça? Je pense que les taux variables, c'est un peu un fantasme. C'est des choses qui ont existé il y a
y a plutôt longtemps et on a interrogé les banques là-dessus. Alors, le principe du taux variable, c'est qu'au départ, c'est moins cher. Et ensuite, la banque, elle se couvre en pouvant revenir sur les taux de potentielle hausse des taux. Ça n'a pas été mis en place alors que c'était un système qui permettait éventuellement de débloquer le taux d'usure. Pour une raison qui est simple aussi, c'est que les banques, c'est des machines industrielles et aucun conseiller n'est formé à vendre du taux variable. Leurs systèmes d'information ne sont plus adaptés pour calculer et mettre en place ces taux variables. Donc, il y a quand même peu de chances que ça revienne. Aujourd'hui, sur les primo-accédants, voilà, si le prix de l'immobilier corrige encore un peu, que les taux se stabilisent, nous, ce qu'on voit, on a interrogé les clients qui ont fait des crédits chez nous. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur, ça a été beaucoup plus dur en ce moment, mais il y en a 40% qui ont pu maintenir leur projet en l'état. Ensuite, on en a une vingtaine de pourcents de répondants qui nous ont dit, moi j'ai adapté mon projet. Donc adapter mon projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un peu moins grand. Ça veut dire aussi peut-être choisir une location qui n'était pas ma localisation privilégiée. Donc, soit s'éloigner de la localisation du bien qu'on souhaitait, soit choisir un petit peu plus petit. Il faut quand même rappeler que l'investissement dans le logement, c'est quand même une volonté des jeunes. C'est quand même un investissement à ces niveaux de taux qui reste un très, très bon placement. Donc voilà, je pense qu'il faut se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs. Alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on est courtier, mais si vous avez d'autres conseils, il faut aussi les faire jouer. Mais il y a beaucoup de dispositifs qui ne connaissent pas. Bon, vous avez vu aussi maintenant le millefeuille du PTZ pour savoir si votre logement est éligible. Là aussi, c'est compliqué, mais il y a plein de dispositifs. Il y a des négociations à faire. Nous, on a vu là récemment des clients qui ont gagné 1 point de taux de crédit. Ils sont allés voir leur banque qui leur a fait un prix, ils sont allés voir un courtier, ils ont eu un autre prix. Alors malheureusement pour le courtier, la banque s'est ensuite alignée. Donc les banques, en ce moment, elles sont en capacité encore de baisser leur prix. Donc c'est voilà, revoir un petit peu son projet, 2, mobiliser son épargne ou l'épargne aussi de ses parents. Il y a des systèmes de donation, des choses comme ça. Et puis, négocier tout ce qu'il y a à négocier dans le crédit immobilier. Donc, c'est négocier son assurance emprunteur. Voilà, donc il y a quand même aujourd'hui de l'espace avec des banques qui reviennent à la conquête. Et les primo-accédants sont des cibles vraiment privilégiées pour les banques parce qu'elles vont pouvoir les équiper. Les primo-accédants, elles vont pouvoir leur vendre de l'assurance. Après, il y aura des enfants, elles vont pouvoir leur vendre des produits de placement, ouvrir des comptes. Donc, il faut pas hésiter à les négocier. Est-ce qu'il y a une tentation plus grande de recourir au courtier? J'évoquais ça tout à l'heure parce que dans les situations difficiles, on a besoin d'avocats de la cause. Est-ce qu'on se tourne? Vous aviez déjà conquis une grande partie du marché, mais est-ce qu'on revient encore plus fort vers vous? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous, on a fait une enquête sur une grande partie de nos clients qu'on a financés. On leur a demandé pourquoi ils ont fait appel à un courtier. Oui. 43% nous ont dit que c'était pour être accompagnés par un expert. Pour obtenir un financement, ce qui est assez nouveau, 20% pour obtenir un financement qui n'était pas le cas avant. Et on en a plus de la moitié qui considèrent comme indispensable, voire nécessaire de passer par un courtier. Il faut savoir que la moitié de nos clients c'est passé pour la première fois par un courtier. Ceux qu'on a interrogés et qu'on a financés depuis début 2022, on en a interrogé 1000. On en avait la moitié qui passaient pour la première fois par un courtier. Finalement, passer par un courtier quand vous êtes sûr d'avoir un taux à 1% et que finalement toutes les banques vont se battre pour s'arracher votre dossier. C'est clair. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, je vous l'ai dit, on a parfois 1 point de différence entre une banque et une négociation. Donc, dès que les banques reviennent dans la concurrence, que les taux
sont très hétérogènes. Nous, on reçoit des taux barèmes des banques qui peuvent aller de 3,70 à 5. On en a vu à 5. Quel est le bon taux? C'est le taux que vous arriverez à négocier à un moment donné. Donc, et je selon pense le que profil, selon la clientèle, et ça, vous savez l'apprécier aussi. il y a toute l'ingénierie autour. Monter aussi un dossier de crédit, on vient d'en parler longuement. C'est devenu assez compliqué quand on le fait tout seul face à sa banque. Location-accession, est-ce que cette période fait reculer l'envie de l'acquisition? La question, il pourra conclure là-dessus d'ailleurs, pour être posée à Loïc, mais est-ce que les Français sont prêts à de l'ingénierie financière ou est-ce qu'ils veulent continuer à être propriétaires de leurs biens avec un crédit pur et simple, s'ils peuvent l'obtenir? Après, si je puis me permettre, la location-accession, c'est plus une question d'acteur pour faire de la location-accession. Ce n'est pas tellement une question de financement. Je pense qu'il y a une question de financement, mais je pense qu'on ne croule pas sur les opérations de location-accession. C'est exact. C'est exact. Aujourd'hui, l'offre elle-même est. Il y a peu d'offres. Il faut quand même être clair là-dessus. Il y a peu d'offres. C'est un dispositif aujourd'hui que quelque part personne connaît, mais je pense que c'est Loïc qui pourrait nous le dire. Là, on est dans une situation très attentiste. Je pense que tous les Français, les Français en grande majorité, on est quand même un pays où on a envie d'être propriétaire de son logement et on dit que à la retraite, il faut être propriétaire de son logement pour avoir du reste à vivre et être sécurisé. Après, peut-être que le contexte fait que certaines personnes restent en location et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions aussi sur le marché locatif. En attendant de pouvoir réaliser son. Bien sûr. C'est marrant parce que le régime de la location-accession, il a été mis en place, il a été réglementé, c'est en 1984. Exactement. Et il n'a jamais été mis en œuvre. On a sorti le régime de la location-accession parce qu'on sortait d'une période de taux élevés. On disait tout à l'heure, moi j'ai vu des prêts immobiliers à 17,5, 18%. Ouais. On prêtait de l'argent à 17,5, 18%. Le législateur a mis en place ce cadre-là qui n'a jamais été appliqué. C'est quoi la location-accession? C'est permettre une phase transitoire à quelqu'un qui veut devenir propriétaire. En quelque sorte, c'est une location avec une promesse de vente, comme un crédit bail à leasing. Et notamment avec, on choisit sur une échelle de valeur de tout ou partie avec un apport et ensuite le reste converti en un crédit et notamment et avec une durée d'option et à tout moment on peut lever cette option et transformer en pleine propriété. Je dirais que ce sont des solutions qui peuvent revenir. D'ailleurs, on a le cadre réglementaire, mais aussi je dirais que. D'ailleurs, HLM qui le font, hein. Oui, alors ce sont et on pourrait dire au HLM de revenir aux sociétés civiles d'attribution que Henri a connues, c'était civiles de construction qui permettaient à de nombreux ménages. Je ne rajeunit pas, mais c'est exact. Ce qui était un dispositif qui était issu d'ailleurs de la réforme de Raymond Barre sur le financement et qu'on a largement oublié pour transférer non plus l'aide à la pierre, mais l'aide à la personne. Donc c'est aussi, je crois, que la période qu'on vit est un moment extrêmement opportun de repenser nos techniques de financement, nos techniques de mutation. Je crois qu'on est un peu trop d'immobilisme, on n'est pas assez inventif et on est trop conservateur dans nos structures. Je pense qu'il faut s'adapter à ces nouvelles situations et je dirais, mais on ne peut pas non plus, alors on peut revenir à des vieilles techniques, ou le crédit rechargeable, mais non, il faut rester protecteur du consommateur, mais avec des formules innovantes en financement, et il y a plein de solutions. On peut d'ailleurs dire, ce n'est pas une promesse, mais presque, qu'on pourrait imaginer un cercle des managers sur quelques startups qui se sont créées avec de l'innovation en matière d'ingénierie, soit en reprenant des formules anciennes délaissées, soit véritablement en inventant. Et je pense qu'on les invitera, c'est la période, ce que dit Loïc n'est pas contestable, quand les mécanismes normaux sont difficiles à utiliser pour une partie de la population, c'est le moment de faire œuvre de créativité. On en reparlera avec François Emmanuel ou avec Benjamin Darmoni, le président, mais je pense qu'il serait opportun de faire une soirée avec de l'innovation d'acquisition immobilière. Alors, écoutez, on est au bout de l'heure et quart qui nous était impartie. Je trouve qu'on, grâce à votre franchise, à votre expertise, on s'est dit beaucoup de choses. Il y a une satisfaction des quelques 450 participants, je peux vous le dire. Sur le chat, il y a aussi des observations, il n'y a pas que des questions. Donc moi, je voudrais vous remercier tous les trois. Caroline Arnoux, directrice générale du Leader en financement immobilier, CAFPI, Rosine Conan, la patronne du réseau des ADIL, et Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. François Emmanuel, il t'appartient d'avoir le mot de la fin.
Merci beaucoup à tous. De l'innovation, nous avons entendu, des idées, beaucoup de propositions, là où on pourrait penser qu'au contraire, on est face à des écueils, il y a toujours une solution de rebond. Quand je vous entends également, j'ai toujours plus la conviction que l'intermédiation est absolument nécessaire dans des sujets qui deviennent vraiment extrêmement techniques, extrêmement pointus, que ce soit sur le financement ou sur les questions de rénovation énergétique. C'est pour la protection du consommateur. Je pense que véritablement, il y a une idée à creuser sur l'obligation d'intermédiation dans ces sujets. Mais je pense que là, tout le monde pourrait être d'accord, unanime sur le sujet. Prochaine conférence, tout aussi intéressante, sur les Jeux Olympiques. Ce sera donc le 9 janvier à 18 h. On vous retrouvera avec plaisir, parce que je pense que c'est un de nos grands enjeux de 2024. L'occasion de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année dans cette perspective. Très belle fête à tous et à vous trois en particulier. Merci à tous, merci Henri, merci Merci, François-Emmanuel. Au revoir, bonsoir à tous. Au revoir.